Chers amis, bienvenue dans ce lieu pour les conférences du Temple. Et je voudrais, en tant que pasteur de ce lieu, remplacer Daniel Auroux, le président de l'association des conférences du Temple, qui a été hospitalisé, qui vient juste de sortir de l'hôpital, mais c'est quand même trop tard pour qu'il vienne à cette conférence de ce soir. Et souhaiter la bienvenue pour ce temps de réflexion que nous aimons beaucoup ici à Uzès, avec ces conférences diverses qui nous permettent de voir avec pas mal de profondeur les questions d'éthique et de société. Je laisse la parole tout de suite à un photographe de ce soir, Michel Rieux, qui a organisé les conférences de 2018 et qui va vous présenter le conférencier. Super. Bon alors écoutez, d'abord bonjour à vous tous. Alors aujourd'hui c'est vrai qu'on va commencer à aborder je dirais, des problèmes assez délicats, extrêmement sensibles, et notamment celui du médicament. Alors évidemment le médicament rentre pour une grande part dans la prolongation de l'espérance de vie de l'être humain, ce serait vrai. Mais il n'empêche que le médicament est parfois à l'origine de véritables désastres sanitaires et voire même de scandales. Alors, en fait, qu'est-ce que c'est que le médicament? Pourquoi on fait un médicament? Est-ce qu'il y a un problème particulier concernant l'industrie des médicaments? Et est-ce qu'il y a une éthique des médicaments? Alors, ces questions, pour les poser, nous, on a pensé, bien sûr, à François Chastre. Nous avons pensé que c'était quand même celui qui était le mieux à même de répondre à ces questions. Alors en fait, qui est François Chastre? Alors, François Chastre, évidemment, c'est lui, comme vous le voyez, il est docteur en pharmacie, il est docteur en sciences, il est professeur associé à l'université Paris-Descartes et il est membre honoraire, parce qu'il a été président, de l'Académie nationale de pharmacie, si je ne me trompe pas. Alors, c'est vrai qu'il exerce la pharmacie hospitalière depuis les années 80, même un peu avant, et notamment toujours dans les hôpitaux de l'assistance publique. Il a été à l'Hôtel-Dieu, ensuite il a été à Cochin, un établissement que je connais bien, et ensuite, maintenant d'ailleurs, il est au groupe hospitalo-universitaire Necker Enfants Malades. Alors, dans le champ il est aussi membre, oui, j'ai oublié de le dire, mais c'est important, il est membre du conseil scientifique de la Caisse nationale d'assurance maladie et il préside aussi le comité d'éducation sanitaire et sociale de la pharmacie. Puis, ce qui n'est pas négligeable aussi, il est membre du conseil de la Société d'histoire de la pharmacie, et ça se voit très bien d'ailleurs dans les diapositives que vous allez nous montrer. Alors, dans le champ de la recherche, François Chastre a conduit divers développements dans le domaine des médicaments hospitaliers innovants, et notamment ceux qui permettent de lutter contre le rejet des greffes de cornée, les infections oculaires et les rétinopathies proliférantes, et encore j'en passe. Alors en plus, outre ces nombreuses publications, il est aussi l'auteur de divers ouvrages destinés au grand public, vous en avez là présents, tels que le magasin du bon Dieu, par exemple, les vérités sur les médicaments, ou les médicaments en 100 présentations, aux choses que vous serez à même peut-être de regarder vous-même. Alors, merci en tout cas, cher François, d'être venu à Uzès pour cette aventure. Alors, pourquoi je dis aventure? Parce que, juste en début d'après-midi, François Chastre vient de faire un cours aux lycéens du collège, un cours de plus d'1 heure, à la demande du proviseur, qui évidemment a sauté intelligemment sur l'occasion de sa présence ici. Je voudrais dire que ça s'est très bien passé. Alors, cette conférence va durer une cinquantaine de minutes, 5 minutes, 32, 60 minutes. Ça sera suivi de 60 minutes de discussion si, évidemment, vous n'êtes pas trop épuisé par ce marathon verbal. Très fier de l'invitation qui m'a été faite pour vous parler d'un thème
d'actualité. Le médicament, il n'est pas de jour où les médias, la presse s'emparent de tels sujets. Et ces sujets sont bien souvent soit trop élogieux, c'est la découverte d'un médicament qui va faire des miracles dans telle ou telle maladie, on est souvent déçu, soit au contraire un discours un petit peu infamant à l'égard d'un médicament qui a trahi les espérances que l'on portait, qu'il portait en lui ou qu'il semblait devoir porter en lui. Et cette trahison des espérances, c'est aussi parfois un cortège de souffrances, parce que les médicaments sont l'occasion d'effets indésirables, d'une toxicité, et donc de ce que l'on n'attend pas lorsque l'on est traité par un médicament à l'occasion d'une maladie. Alors, je vous propose dans un premier temps, pendant quelques minutes, de vous dire comment on en est arrivé là. Comment le médicament, qui est aujourd'hui un objet familier, qui accompagne souvent nos vies, qui nous soutient, qui nous aide à passer un cap difficile ou une maladie chronique, comment on en est arrivé là? Eh bien, tout commence au XVIIIe siècle, le siècle des Lumières, le siècle au cours duquel des hommes, que l'on n'appelait pas encore des scientifiques, mais des savants, essayent de comprendre l'organisation du monde. L'organisation du monde et en particulier de ces trois règnes de la nature, le règne botanique, le règne minéral, le règne animal. Et alors dans le règne végétal, c'est Carl von Linné, un Suédois botaniste, qui offre à l'humanité la première classification des végétaux. Pourquoi est-ce important de classer? Classer, c'est comprendre. Classer, c'est organiser. Classer, c'est trouver un rationnel à l'organisation du monde. Eh bien, Linné se dit, les végétaux, en réalité, ils sont pas là par hasard. Ils sont là dans une forme d'évolution de la nature, et je vais proposer au monde des sciences, au monde du savoir, une organisation, une classification. C'est exactement la même démarche qu'une soixantaine d'années plus tard, Lavoisier, Antoine-Augustin Lavoisier, un Français, propose une classification des éléments de la chimie. C'est la première classification, là aussi, du règne minéral. Et puis, un petit peu plus tard, en 1809, Lamarck va proposer, Buffon avait déjà décrit le monde animal, mais il n'avait pas proposé de classification, d'organisation rationnelle. Et c'est Lamarck qui va proposer cette classification. Au total, que se passe-t-il dans le monde des sciences? Il se passe que la science crée un savoir articulé autour de connaissances qui vont permettre progressivement d'exploiter ces connaissances, transformer le savoir et utiliser en quelque sorte ce savoir pour en faire des produits industriels. Et c'est précisément ce qui va se passer avec l'utilisation de ce savoir dans le domaine de la chimie, des végétaux, pour tenter d'extraire des substances qui jusqu'à présent étaient des extraits, des teintures, des essences. Eh bien, on va tenter d'utiliser le savoir de la chimie, et en particulier ce que j'ai appelé la chimie extractive, pour trouver des principes actifs qui vont avoir la qualité formidable d'être toujours actifs de la même manière. Jusqu'à présent, une teinture, un extrait, une essence étaient plus ou moins concentrés en substances efficaces sur le plan thérapeutique. La préparation des substances pures va permettre d'obtenir, de disposer de substances qui vont avoir un effet répétitif,
un effet régulier, un effet que l'on pourra reproduire d'un patient à l'autre. Alors, on extrait par exemple la morphine à partir de l'opium, également à partir de l'opium la codéine ou la papavérine, de l'écorce de quinquina, on va obtenir la quinine, qui va être un médicament largement utilisé d'abord pour traiter les fièvres, puis la malaria, qu'on appellera plus tard le paludisme, et de la digitale laineuse, on va extraire la digitaline, qui va être le premier grand médicament des maladies cardiaques. Le XIXe siècle, au cours duquel ces substances vont être extraites, va être prolongé au XXe siècle parce que le monde végétal n'a pas encore tout donné au début du XXe siècle. Loin s'en faut. Et on va avoir, par exemple, la naissance des antibiotiques à partir de 1928 et jusqu'à aujourd'hui, ou de nouveaux antibiotiques, même s'ils se font rares, on découvre encore des antibiotiques aujourd'hui. Un médicament qui a bouleversé la chirurgie des transplantations, la cyclosporine, a été extraite à la fin des années 1960-70 d'un lichen qu'on a découvert en Norvège. Et cette cyclosporine, c'est un médicament capital pour les transplantations ou les maladies auto-immunes. On a un grand nombre de médicaments anticancéreux, par exemple les dérivés de l'IF, le taxol, le taxotère, les dérivés de la pervenche de Madagascar, qu'on utilise très régulièrement dans le traitement des leucémies, eh bien tous ces médicaments ont été extraits au XXe siècle à partir des plantes. Et puis, j'évoque sur la diapositive les statines. Les statines, vous savez, ces médicaments très controversés qui sont utilisés pour le traitement d'un excès de cholestérol. Alors, chimie extractive, on prend des plantes et puis on extrait les substances actives, mais aussi chimie de synthèse. La chimie de synthèse, elle s'est développée grâce au formidable essor de la chimie industrielle dans les années 1830-1850. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? On a tout simplement commencé à distiller la houille et le pétrole. Et à partir de cette distillation, on a obtenu des substances qui servaient en quelque sorte de pièces de mécano, de Lego, à la construction de substances de plus en plus complexes qu'on a appelées les substances issues de la chimie organique. Et alors, aujourd'hui, bien sûr, cette chimie de synthèse, elle a été transformée par des outils qui ont été progressivement robotisés, mais on peut dire que tout l'essor des médicaments à partir des années 1880, par exemple la production d'aspirine, qui a été le premier grand médicament industriel, eh bien c'est la chimie de synthèse. Alors, substance pure, mais aussi substance dure. Substance pure et dure, ça veut dire quoi? Ça veut dire que très peu de substances constituent des médicaments très actifs pour guérir des maladies. Alors j'ai fait figurer là le bon Winston Churchill qui a été sauvé d'une dramatique fièvre typhoïde en 1941 grâce à des sulfamides qui étaient disponibles, mais aussi le versant déjà négatif que l'on devine avec cette magnifique Marilyn Monroe qui se suicide avec un barbiturique. Et donc, médicaments, substances pures, formidablement actives pour guérir des maladies, mais aussi formidablement toxiques, malheureusement, lorsque leur action est pervertie dans le cadre d'un mésusage. La dernière étape de l'histoire conceptuelle des médicaments est née en 1953 quand deux chimistes et physiciens britanniques, Watson et Crick, découvrent la structure de la double hélice de l'acide désoxyribonucléique, qui est la structure de base de nos gènes. En quoi c'est bouleversant? Parce que connaissant les gènes, on va connaître la manière dont les protéines sont produites
dans les cellules. Et dès lors qu'on a compris comment les protéines sont construites dans les cellules, on va pouvoir reproduire au laboratoire ce qui se passe dans une cellule. Dans un tube, on peut refaire la même chose que ce qui se passe dans la cellule humaine. Et ça va évidemment conduire à la production de médicaments de structure protéique. Par exemple, l'insuline. Jusqu'en 1970, on ne pouvait utiliser que de l'insuline issue de l'extraction de pancréas, de bœuf ou de porc. Au Japon, on utilisait même de l'insuline d'origine venant de poissons. Eh bien, grâce à ces découvertes, on va pouvoir reconstituer l'ingénierie de la production de l'insuline dans des bactéries, et c'est les bactéries qui vont produire l'insuline que les diabétiques aujourd'hui utilisent tous les jours que Dieu fait. Et donc, ce qui est formidable, c'est que cette nouvelle conception de la production du médicament, elle naît dans ce qu'on appelle aujourd'hui des start-up, des petites sociétés, en général à l'ombre d'une université. Et on voit ici, j'aime bien cette image d'Herbert Boyer et Robert Swanson, qui sont deux chercheurs microbiologistes et biochimistes à l'université de San Francisco. En 1970, ils créent une petite boîte qui s'appelle Genentech. Ils ont quelques milliers de dollars devant eux. Ils vont vendre cette boîte, 30 ans plus tard, 49 milliards de dollars à la firme Roche. C'est une réussite industrielle où je ne m'y connais pas. Alors, essayons de recentrer notre débat sur ces défis éthiques que le médicament produit de l'extraction, de la synthèse des biotechnologies a mis sur le marché. Quels sont les défis éthiques? Et au fond, derrière l'éthique, il y a ce qu'on pourrait appeler le bon sens, c'est-à-dire le jugement qui fait qu'à un moment, on sent bien que l'on a un bon médicament qui vaut le coup d'être mis sur le marché, et puis de temps en temps, on a aussi le sentiment, parfois dramatique, on a investi beaucoup d'argent, que ce médicament, il ne devrait pas avoir voix au chapitre de la pharmacopée. Alors, je me propose de tenter de répondre à quelques questions comme pourquoi laisser chez l'animal est-il nécessaire? Dans quelles circonstances on se sent autorisé à passer de laisser chez l'animal à laisser chez l'homme? Comment trouver la bonne dose? Quelles sont les bonnes indications d'un médicament? Pourquoi un médicament que l'on avait imaginé comme antibiotique, on va l'utiliser finalement comme un médicament qui va être un immunosuppresseur, c'est-à-dire utilisé dans la prévention des rejets de greffe, ou comment ce qu'on pensait être un antibiotique devient un médicament anticancéreux, ou comment un anticancéreux devient un médicament du traitement d'une maladie virale comme le sida. Eh bien, voilà, il y a un cheminement intellectuel qui y conduit. À quel moment prendre en considération un effet indésirable? On a beaucoup parlé ces dernières années des effets indésirables des médicaments. Mais au moment où on observe un effet indésirable, à quel moment faut-il le prendre au sérieux? Est-ce qu'il va se répéter chez plusieurs malades, des centaines, des milliers, voire tous les malades? Et à quel moment cet effet indésirable devra être pris en considération pour dire on arrête, ce médicament est trop dangereux pour qu'il puisse poursuivre sa mise sur le marché? C'est pas toujours facile. Et on s'aperçoit d'ailleurs que autant les autorités publiques savent à quel moment elles peuvent autoriser la mise sur le marché d'un médicament, autant les mêmes autorités, ministère de la Santé, agences sanitaires, ont du mal à dire on arrête la commercialisation, cette mise sur le marché devient trop dangereuse pour les patients. Et puis il y a un moment où l'autorisation de mise sur le marché, ce qu'on appelle l'AMM, d'une manière un peu bizarre, l'AMM est attribuée à un médicament. C'est un passage délicat puisque c'est une prise de responsabilité que les autorités publiques prennent
en signant le décret d'autorisation de mise sur le marché. Mais à partir de ce moment-là, comment surveiller ce médicament dans la vraie vie, puisqu'il va être utilisé par des dizaines, des centaines, parfois des millions de malades dans un pays, dans des centaines de pays, des dizaines de pays. Et donc, comment le surveiller? Comment organiser ce que les anglo-saxons appellent « real life survey », l'enquête de vraie vie d'un médicament. Et puis, comment prendre les bonnes décisions? On a par exemple beaucoup parlé de l'évothyrox, je vais en parler un petit peu tout à l'heure. Que doit faire un ministre? Que doit dire le ministre de la Santé quand il y a une affaire de type l'évothyrox? On va essayer de répondre à ces questions. Et ces questions, le professeur Rieu l'évoquait il y a un instant, elles se traduisent parfois par des articles dans les journaux, mais c'est parfois de véritables scandales. On a parlé de scandales. Thalidomide, dans les années 50 et 60, Distilbène, alors Distilbène c'est sur plusieurs décennies, le Vioxx, dans les années 70, 80, le Mediator, j'en parlerai, la Dépakine, le Lévothyrox. Donc tout ça, c'est des scandales ou c'est pas forcément des scandales? Il peut y avoir des drames de santé publique qui ne sont pas des scandales. Le scandale, c'est quand il y a eu un mensonge, il y a eu une forme de complot, une forme de non-dit entre un industriel qui ne veut faire que du profit, des pouvoirs publics trop timorés, et un public qui est pris en otage. Mais parfois, c'est pas de chance, c'est une situation inattendue qui fait qu'un médicament qui aurait pu, ou qui était un bon médicament, eh ben, il a mal été utilisé. On n'a pas bien compris la manière dont on devait procéder pour bien l'utiliser, bonne posologie, et tout ça peut conduire à des problèmes importants en termes sanitaires. Alors, pour mettre sur le marché un médicament, il faut le découvrir, il faut innover. Aujourd'hui, l'industrie pharmaceutique n'est pas forcément majoritaire dans la découverte de nouveaux médicaments. Les institutions de recherche, laboratoires universitaires, laboratoires de recherche scientifique, en France l'INSERM, le CNRS, mais dans le monde entier il y a de grands instituts de recherche, publics ou privés, sont à l'origine d'un grand nombre de découvertes. J'évoquais tout à l'heure les start-up. Aujourd'hui, les grandes firmes internationales sont rarement à l'origine de grandes découvertes. C'est plutôt des start-up qui se font racheter à coups de milliards de dollars. J'évoquais les 49 milliards de Genentech rachetés il y a une dizaine d'années. Et cette découverte, il y a évidemment aussi de nombreuses circonstances pour qu'un médicament nouveau soit découvert. Il y a le hasard. On évoquait Fleming tout à l'heure et la découverte des antibiotiques. Fleming, en 1928, il part en vacances, il laisse une boîte de culture de staphylocoque sur une paillasse, et puis à son retour de vacances, il voit que la culture de staphylocoque a été abîmée par une moisissure, et on a beaucoup critiqué Fleming, mais il a quand même cette idée de génie qui consiste à comprendre que c'est la moisissure qui a abîmé les staphylocoques. C'est pas évident du tout quand on ne sait pas quel est le concept de l'antibiothérapie ou de l'antibiose. Louis Pasteur disait le hasard sourit aux esprits bien préparés. Eh bien, forcément, c'est parce que notre Alexandre Fleming avait travaillé toute sa vie sur la manière d'inhiber les cultures de bactéries avec une substance qu'il appelait le lysozyme, que, tombant sur cette action d'une moisissure, il se dit « Tiens, il y a peut-être quelque chose à faire ». Il mettra quelques bonnes années, une douzaine d'années, avant de passer
du concept d'antibiotique à la réalisation de l'antibiotique. La recherche d'une cible. La recherche d'une cible, c'est par exemple dans le domaine de la recherche des médicaments contre le VIH. On a compris ce qu'était le virus du VIH en 1983-84. Les équipes de Robert Gallo et Luc Montagnier, Gallo aux États-Unis, Luc Montagnier à Paris. Et on a découvert quelles étaient les cibles possibles d'action des médicaments contre ce virus de l'immunodéficience humaine. Et dans ces cibles possibles, il y a une cible qui s'appelle la protéase du VIH. C'est une enzyme qui réorganise les protéines du virus au moment où il bourgeonne. Lorsqu'il se reproduit, il bourgeonne autour d'un lymphocyte, et ce bourgeonnement, il est permis parce qu'il y a des protéines qui s'assemblent entre elles. Et c'est la protéase du virus qui est à l'origine de ce bourgeonnement. Eh bien, il a fallu que l'on étudie, grâce à des outils qui mettent en jeu le rayonnement X, les rayons X, on a découvert la structure de la protéase. Et connaissant la structure de la protéase, on a imaginé quels étaient les médicaments inhibiteurs de protéase qui permettaient de bloquer le fonctionnement de cette enzyme. Bloquant cette enzyme, on arrivait à bloquer la reproduction du virus et donc à arrêter sa croissance et donc à traiter le VIH, à traiter le sida. Et à partir de 1995, avec les nouveaux médicaments inhibiteurs de protéase, on a pu transformer la survie des patients et ça a été une étape formidable pour gérer cette maladie qui jusqu'alors était systématiquement mortelle. Donc l'idée des chercheurs, c'est d'émettre des hypothèses de travail. On trouve une cible, on travaille sur le hasard. Quand on a une cible, on émet une hypothèse de travail, on va inhiber la reproduction d'un virus, et l'idée, c'est une idée qui avait été développée par Claude Bernard dans les années 1870. On émet une hypothèse, on valide cette hypothèse à partir d'un modèle expérimental, et ce modèle expérimental va permettre de valider l'hypothèse de travail sur laquelle on s'est appliqué. Alors, pour cela, on a des modèles d'études, comme vous pouvez l'imaginer, en fonction du type de recherche, du type de médicament, toutes sortes de modèles sont possibles, et on va essayer de mettre en relation, en quelque sorte, la substance à étudier avec le modèle d'étude. Un autre point à prendre en considération, c'est que lorsque l'on s'intéresse à la mise sur le marché d'un médicament, on s'intéresse à une maladie ou à un symptôme. Et donc, il faut avoir en tête d'orienter sa recherche vers le traitement de l'hypertension artérielle, le traitement d'une maladie infectieuse, le traitement du cancer, le traitement de l'asthme, bref, il faut avoir en tête un objectif thérapeutique. Dans les objectifs thérapeutiques qui sont les plus intéressants pour l'industrie pharmaceutique, il y a les objectifs thérapeutiques qui concernent un grand nombre de patients. Plus il y a de malades, plus c'est rentable. C'est logique. Qui peut en vouloir à l'industrie pharmaceutique d'avoir cette idée-là? Et donc, dès lors qu'on entend dans tous les médias depuis 40 ans que la maladie du XXIe siècle sera l'obésité ou le surpoids, il n'est pas étonnant que l'industrie pharmaceutique se soit intéressée à la problématique de l'excès de poids. Alors, je vais parler un petit peu du Mediator. Le Mediator, c'est un dossier qui n'est pas clos, bien que
le scandale du Mediator est éclaté il y a maintenant bientôt 9 ans. Et vous avez peut-être entendu de ce fameux livre d'Irène Frachon, un médecin brestois, qui a été un peu le lanceur d'alerte sur la problématique du Mediator. Le Mediator est un médicament qui était officiellement présenté comme un médicament qui permettait de lutter contre le diabète, mais qui en réalité avait une autre pharmacologie que celle du diabète. Depuis 50 ans, on avait croisé sur le chemin de la recherche scientifique ces médicaments destinés à faire maigrir majoritairement les dames. C'est surtout les dames qui s'intéressent à leur poids. Et donc, on avait découvert en Suisse une espèce d'épidémie d'hypertension artérielle pulmonaire qui a été très rapidement, en 1966, mise en relation avec l'utilisation d'un médicament qui s'appelait l'aminorex. Cette hypertension pulmonaire primitive est une maladie gravissime qui tue une majorité de malades. Et il était frappant que l'épidémie qui avait été observée se retrouvait en lien direct avec l'utilisation de ce médicament. C'est une maladie rare par ailleurs, et là, d'un seul coup, mise sur le marché du médicament, multiplication du nombre de malades. On a vite décidé, les autorités helvétiques ont vite décidé l'arrêt de la commercialisation de ce médicament, et l'épidémie s'est arrêtée. Pour autant, d'autres médicaments analogues étaient ou avaient été mis sur le marché. Et ces médicaments avaient un certain nombre de parentés chimiques. Et vous voyez que l'une d'elles s'appelait le pondéral. Bon, c'est un nom qui veut dire ce qu'il veut dire. La dexfenfluramine l'isoméride est arrivée sur le marché quelque temps plus tard. Et ces médicaments ont démontré qu'ils avaient en commun non seulement une structure chimique voisine, mais également une toxicité, en particulier sur les gros vaisseaux pulmonaires et sur les valves cardiaques, qui en faisaient de véritables dangers. Et l'isoméride a fait l'objet d'une grande enquête de pharmacovigilance, de surveillance, qui a démontré que le risque de faire une hypertension pulmonaire quand on prenait ce médicament était 10 à 20 fois supérieur à celui de la population qui ne prenait pas ce médicament. Malheureusement, l'agence du médicament de l'époque, au lieu de prendre le sifflet, le carton rouge et de virer l'isoméride, a recommandé tout simplement aux médecins de faire attention, de surveiller ce qui se passait au niveau de la fonction cardiaque de leurs patients. Et c'est là, si vous voulez, que la responsabilité des pouvoirs publics est engagée fortement. Un médicament à peu près inutile, avec un danger totalement évident, il est clair que normalement le politique doit prendre la bonne décision, qui consiste à sortir le carton rouge et dire « dehors, messieurs, dames ». Ça n'a pas été le cas. Il a fallu attendre encore quelques années pour que tous ces médicaments soient bannis du marché européen. L'EMEA, c'est l'Agence européenne du médicament, qui dit, le 31 août 1999, qu'il faut retirer tous ces médicaments anorexigènes du marché.
peu efficace. On perd 1 ou 2 kilos quand on en a 90 alors qu'on mesure 1m60. Perdre 1 ou 2 kilos n'a strictement aucun intérêt. Et en revanche, la toxicité de ces médicaments fait que c'est un véritable danger quand on en prend au long cours. Et malgré cette condamnation de 99 de l'Agence européenne du médicament, le Mediator, il aura fallu attendre 10 années de plus pour que, enfin, les pouvoirs publics en France arrêtent ce médicament. Et donc, c'est là qu'il y a vraiment des questions qui méritent d'être posées, et elles le sont. Ce que les pouvoirs publics et leurs conseillers scientifiques n'ont pas voulu voir, c'est que tous ces médicaments, ils avaient une parenté structurale et métabolique évidente, que les experts qui étaient stipendiés par le laboratoire n'ont pas voulu voir. J'en m'en tiens là. Et le résultat des courses, c'est que on savait depuis l'année 2000 les raisons pour lesquelles cette toxicité se manifestait, et on voit par exemple ici une valve cardiaque qui est complètement envahie de ce qu'on appelle des mucopolysaccharides, qui sont des substances sécrétées par le tissu cardiaque, qui vont empêcher la valve cardiaque de faire le travail qu'elle fait normalement, de s'ouvrir, de se refermer avec une grande souplesse. Et là, en l'occurrence, ces valvulopathies, c'est des valvulopathies de surcharge. C'est comme si vous mettiez des haltères, si vous voulez, sur cette valve cardiaque qui n'a plus la possibilité d'ouvrir et de s'ouvrir et de se fermer, alors que, évidemment, la fonction cardiaque l'exige. D'où l'insuffisance cardiaque et la dégradation très rapide de cette fonction cardiaque au fil des semaines et des mois. Et vous voyez que, alors que tous ces médicaments ont été arrêtés 97, 97, 99, le Mediator 2009, un autre médicament, la sibutramine, qui avait été mis sur le marché en 2001, a été arrêté en 2010, et le Rimonabant, c'est un médicament un petit peu particulier, c'était un médicament qui était un antagoniste des récepteurs cannabinoïdes du cerveau. On va les retrouver, ces récepteurs, dans un moment. C'est-à-dire que c'était une action tout à fait spécifique, très innovante. Le laboratoire Sanofi a pensé que c'était intéressant. Vous savez, quand on fume du cannabis, on a un appétit qui est amélioré. Et quand on s'oppose aux effets du cannabis, c'était le cas du Rimonabant, au contraire, on a un effet anorexigène qui coupe l'appétit, donc favorable à l'amaigrissement. Eh bien, ce Rimonabant, spécialisé sous le nom d'Acomplia, malheureusement, on avait une multiplication par 7 ou 8 du risque suicidaire chez les patients qui en prenaient. Et donc, très vite, les pouvoirs publics ont demandé au laboratoire Sanofi de mettre un terme à la commercialisation de ce médicament. Je ferme ce chapitre sur les médicaments anorexigènes, coupe-faim, pour parler de l'organisation de la naissance d'un médicament. Et bien avant que le médicament ne vienne sur le marché, il y a des années et des années de mise au point. Il y a d'abord ce que l'on appelle la recherche préclinique. C'est quoi? C'est toute cette période durant laquelle une substance candidate au titre de médicament, donc c'est la période pendant laquelle cette substance va être confrontée à un certain nombre de modèles. Ces modèles, ça peut être des cultures de cellules, des cellules de foie, des neurones isolés, des cellules cardiaques, des cellules musculaires, et on va, en mettant en présence de la substance que l'on étudie sur une culture cellulaire, on va essayer d'observer ce qui se passe. S'il se passe quelque chose,
s'il y a des mécanismes fondamentaux du fonctionnement cellulaire qui sont modifiés, et comment c'est modifié, avec quelle concentration, tout ce que vous pouvez imaginer autour de cette interaction entre la substance et la cellule. L'étape ultérieure, c'est les animaux. Parce que les animaux, c'est des cellules, mais c'est des cellules organisées. Alors, ça peut être des animaux microscopiques. On a des êtres unicellulaires, vivants, qui sont de plus en plus des animaux intéressants pour l'étude de l'impact des médicaments. Pluricellulaires, il y a ce qu'on appelle les poissons zèbres, qui sont intéressants pour toutes sortes d'études relatives au métabolisme des médicaments. Et puis, il y a les petits rongeurs, la souris, le rat. Il y a le chat, qu'on utilise beaucoup pour les médicaments utilisés, par exemple, l'étude des médicaments du sommeil. Le chat est un animal extrêmement intéressant parce qu'il réagit aux médicaments du sommeil comme l'homme, en termes de rêve, de sommeil paradoxal, de réveil, de période de sommeil, et donc c'est un modèle d'étude intéressant. En cardiologie, on utilise beaucoup le chien. Bref, l'animal de laboratoire reste encore aujourd'hui une étape indispensable avant de passer à l'homme. Et, bien sûr, l'idée que l'on se fait du monde rationnel dans lequel nous nous trouvons, c'est que pour qu'un médicament soit commercialisé, il faudrait qu'il soit utile. On a vu avec les anorexigènes que ce n'est pas toujours le cas. Voilà un autre exemple qui est celui du Distilbène. Le Distilbène a été commercialisé en 1941 pour des problèmes gynécologiques relativement mineurs, vaginite atrophique, ménopause pathologique, montée de lait excessive. Et puis d'un seul coup, éclair de génie, probablement dans le cadre d'une collusion entre un industriel et une équipe de recherche de Harvard Medical School, qui n'est pas n'importe quelle faculté de médecine aux États-Unis et dans le monde, et George et Olive Smith proposent que le Distilbène soit utilisé dans la prévention des fausses couches, des avortements répétitifs. Il faut dire que dans les années 40, on n'avait pas une méthodologie d'évaluation de la grossesse, du suivi échographique, etc. Et ils proposent. Alors c'est évidemment très intéressant. Sauf que Dickman, d'une université concurrente à Chicago, dit « ce médicament ne sert pas dans la prévention des fausses couches, il est parfaitement inutile et on n'a aucun intérêt à l'utiliser ». Il y a une polémique qui naît entre les deux universités, Dickman d'un côté, le couple Smith de l'autre, et on va utiliser, voyez, pendant des années, sur la courbe de gauche, entre 1940 et 1970, vous voyez l'utilisation aux États-Unis, avec un pic vers 1950, le Distilbène très largement utilisé par les femmes américaines. Ce qui est assez étonnant, c'est qu'en France, à l'inverse, le Distilbène a du mal à se mettre en place. Et il faut attendre quasiment la fin des années 1960 pour observer un pic, 1971 même, le pic d'utilisation du Distilbène en France. En réalité, ce médicament ne servait à rien. Il a fallu 40 ans pour s'apercevoir que ce médicament non seulement ne servait à rien, mais que les femmes qui avaient été traitées par Distilbène, elles avaient exposé, par exemple, ne serait-ce qu'en France, 160 000 bébés à ce médicament, et que ces 160 000 bébés avaient une chance, un risque plus exactement, 20 ans, 25 ans, 30 ans plus tard, de développer diverses formes de cancer, par exemple des cancers du vagin, ce qu'on appelle le cancer du vagin à cellules claires, mais également d'autres formes de cancer.
et que l'exposition à ce médicament non seulement ne servait à rien, mais favorisait, augmentait le risque de fausse couche pendant la grossesse. Et donc c'est un véritable scandale que cette affaire du Distilbène, parce que non seulement c'est un médicament qui a été inutile, mais qui s'est traduit par une toxicité sur au moins 2 générations, parce que les petites filles des femmes qui ont pris du Distilbène dans les années 60 sont aujourd'hui victimes du médicament que leur grand-mère a pris 40, 50 ans plus tôt. Et il faut dire que malheureusement le système judiciaire français est fait de telle sorte qu'aujourd'hui, 2 femmes ont obtenu la condamnation de l'industriel grâce à un jugement de la Cour d'appel de Versailles il y a quelques années. Les études de toxicité sont des études qui, bien sûr, sont fondamentales. Hippocrate disait « primum non nocere », d'abord ne pas nuire. C'est un des fondements de la médecine. Eh bien, cette toxicité, il faut l'étudier dans l'immédiateté de la prise du médicament, il faut l'étudier aussi sur le long terme, mais il faut aussi étudier les risques générationnels, on l'a vu avec le Distilbène. Est-ce qu'il va y avoir des malformations à l'occasion de la prise du médicament chez une femme qui est en période de procréation? Est-ce qu'il va y avoir des risques de cancer qui vont intervenir? Donc ces risques de toxicité nécessitent des études. Et c'est précisément ce qui ne s'est pas passé avec le drame du thalidomide, ce médicament qui était proposé aux femmes enceintes pour qu'elles dorment mieux à la fin des années 50 et qui provoquait une malformation terrible des membres avec des bras et des jambes atrophiques. Il n'y a pas eu de commercialisation du thalidomide en France et aux États-Unis, mais en Europe, Allemagne, Belgique, Royaume-Uni, de nombreux enfants, plusieurs milliers d'enfants, sont nés avec cette malformation dramatique. Et cette malformation qui était à l'origine d'une rénovation de l'organisation donc des études de tératogénèse. La tératogénèse, c'est la formation des monstres. Et les études de tératogénicité, c'est les études qui permettent de prévenir, à l'occasion de l'étude des nouveaux médicaments, la constitution de ces drames. Alors, le risque malformatif, on en a beaucoup parlé ces temps-ci, avec une affaire dont vous avez peut-être entendu parler, la dépakine. La dépakine, c'est un excellent médicament. Je vous ai parlé de médicaments qui étaient inutiles. Donc dépakine, excellent médicament, en particulier pour le traitement des épilepsies. Une autre indication, c'est le traitement des troubles bipolaires. En France, il y a en permanence 200 à 250 000 malades traités par dépakine ou des médicaments voisins. Quel est le risque d'une malformation pour un enfant qui naît d'une femme traitée par dépakine? Il est de l'ordre de 10%. Alors, certains, lorsqu'on a découvert ce pourcentage, ont dit mais l'épilepsie est peut-être elle-même une maladie qui provoque des malformations chez les femmes épileptiques qui sont enceintes. La réalité est que non, on a 1 à 3% des patientes qui ont un risque malformatif lorsqu'elles ne prennent pas de médicaments et qu'elles sont épileptiques. Et puis, il y a des alternatives qui existent. La motrigine, un excellent médicament antiépileptique, qui produit en gros 3 fois moins de risques que la dépakine. Alors pourquoi n'a-t-on pas pris conscience plus tôt de cette information? Probablement parce que il y a une viscosité dans l'information, dans la circulation de l'information. Il y a
a des non-dits, il y a des silences, il y a une forme de culpabilité, de responsabilité, pas toujours assumée, par d'une part des firmes, d'autre part des médecins qui considèrent que, ayant prescrit ce médicament pendant des années, ils sont à bon droit des prescripteurs patentés de ce médicament. Et au total, on arrive à des situations qui sont inacceptables. D'autant que il n'y a pas seulement avec ce médicament un risque malformatif, mais il y a aussi des troubles pour 30 à 40% des enfants qui naissent de femmes qui ont pris ce médicament. 30 à 40% de ces enfants ont des troubles voisins de l'autisme, en tout cas des retards neurocomportementaux, neurocognitifs, qui font de ce médicament un véritable toxique pour le développement cérébral des enfants. Malheureusement, une fois que les choses sont mises en lumière, on s'aperçoit qu'il y a toujours des femmes qui prennent de la dépakine alors qu'elles sont enceintes. Ça, c'est une enquête qui a été faite de 2007 à 2014. Vous voyez qu'il y a eu 14 322 grossesses en France de femmes qui étaient traitées par dépakine avec un risque malformatif de l'ordre de 10%, ce qui est énorme. C'est 1400 enfants malformés et probablement 5 à 8000 qui ont des troubles neurodéveloppementaux lorsqu'ils ont 4 ans, 5 ans, 6 ans, s'aperçoivent d'un retard scolaire, d'une inadaptation à leur environnement, avec tous les problèmes que vous pouvez imaginer. Je vais passer relativement vite. Il y a aussi, au moment de la mise sur le marché et avant la mise sur le marché, des échecs de ces phases précliniques. Il y a un moment où on va passer de l'animal à l'homme. Et vous avez peut-être entendu parler, il y a 18 mois, d'un drame qui est survenu à Rennes, d'un volontaire sain qui faisait un essai de médicaments dans un centre qui s'appelle Biotrial. Biotrial en anglais, c'est un essai. Biotrial, c'est le nom de la boîte qui organise des essais cliniques de nouveaux médicaments à l'ombre du CHU de Rennes. Eh bien, dans cette boîte, il y a un homme qui a reçu un médicament dérivé de la pharmacologie du cannabis et qui est mort en faisant un accident vasculaire cérébral à l'issue de l'administration probablement intempestive de ce médicament. Quelques autres, petite demi-douzaine d'autres, ont été atteints par la toxicité de ce médicament, mais ils ont eu la chance d'en réchapper et évidemment, ce médicament a été arrêté. On ne savait pas trop à quoi il servait, ce BIA 10-24-74, le nom de code de ce médicament. Il y avait plusieurs hypothèses de travail, mais là, on a essayé d'évaluer à partir de quelle dose on observait une toxicité. Malheureusement, la dose qui a été administrée était trop importante et le patient est mort. Je passe sur cette diapositive. Pourquoi est-il mort? Alors beaucoup ont dit, peut-être à raison, que en réalité, on était pressé d'aller vers les phases cliniques, les essais vers en vraie grandeur chez des vrais malades, parce que la brevetabilité du médicament est quelque chose de fondamental d'un point de vue financier. Et les boîtes pharmaceutiques, c'est plus des pasteurs et des Fleming qui les dirigent, c'est des gens qui ont fait des études d'économie, qui sont des financiers, qui ont des conseils d'administration exigeants, qui ont besoin de retour sur investissement, le fameux ROI qu'on voit dans les grands journaux économiques, Return Over Investment. Et donc, on est pris toujours entre la précipitation, parce qu'il faut rapidement aller aux essais cliniques, et malheureusement, il y a des problèmes de ce type-là. Et ces essais cliniques, ils sont d'autant plus importants à mettre en œuvre qu'ils vont permettre de déposer des brevets, et ce dépôt de brevets
évidemment, plus le brevet dure longtemps, plus le médicament sera rentable, et plus on est précoce dans la mise en branle de la mise sur le marché, et plus on aura de chances de faire du profit. Parce que après, quand le brevet est expiré, il y a la constitution du droit à ouvrir une commercialisation pour un médicament générique. Et comme vous le savez, les médicaments génériques, c'est bon pour la santé, mais c'est mauvais pour les finances de l'industrie pharmaceutique. Alors, les essais cliniques, ça se décompose d'une manière très simple en 3 phases, qui mettent en jeu différents partenaires, un promoteur, des autorités de santé, un comité de protection des personnes. Les procès de Nuremberg, au lendemain de la guerre, ont eu notamment comme objectif de faire en sorte qu'on ne pourrait plus faire un essai de médicament sans le consentement éclairé des patients. Et les comités de protection des personnes, CPP, sont précisément ces comités qui valident l'organisation de la proposition qui est faite par un promoteur vis-à-vis d'un patient. Est-ce que le patient sera bien informé? Est-ce que tout est mis en place pour protéger le patient? Eh bien, c'est l'objectif de cette conséquence des procès de Nuremberg et de la mise en place d'une loi Hurier-Seruskla qui a maintenant exactement 30 ans, 1988, et qui a eu quelques aménagements depuis, mais c'est toujours le système de protection des personnes, au moins théorique, qui prévaut. Alors, différentes phases de l'essai. Phase 1, ça ne dure pas très longtemps. Phase 2, alors c'est quoi ces différentes phases? On va très brièvement revenir sur chacune d'elles. La phase 1, c'est le médicament est-il sûr? C'est-à-dire, quel est l'écart entre la dose efficace et la dose toxique? On va étudier aussi comment le médicament est éliminé, comment il est métabolisé, est-ce qu'il produit les effets escomptés. Donc c'est au tout début. Il y a souvent 40, 50, 80 malades au maximum qui participent à cette première phase. La deuxième phase va vraiment mesurer les conditions de l'efficacité du médicament. Et en particulier, quelle est la balance entre son efficacité et sa toxicité. Donc, là, ça coûte un peu plus cher parce qu'il y a plus de malades, ça dure plus longtemps, et en particulier pour le traitement de maladies chroniques, par exemple l'hypertension artérielle. Et puis en phase 3, c'est quelles sont les indications qui vont être retenues au moment de la mise sur le marché. Est-ce qu'on va, je reprends toujours mon exemple de l'hypertension artérielle, il y a 11 millions de Français qui sont hypertendus, donc ça compte. Est-ce que c'est plutôt l'hypertension ou l'insuffisance cardiaque? Est-ce que c'est l'insuffisance cardiaque ou les troubles du rythme? Bref, cerner l'impact qui va être choisi. Quand on est dans trop d'indications, les pouvoirs publics se disent « Oh là là, il y a quelque chose qui ne va pas là. Donc, monsieur l'industriel, il faut que vous choisissiez, parce que ça ne peut pas être en même temps un médicament qui va être actif dans tel domaine, dans tel autre, etc. Vous ouvrez un parapluie beaucoup trop large. » Et la phase 3, donc, elle va tenter de préciser les choses. Donc, ça va être un plus grand nombre de patients, ça va être une étude plus longue, souvent 2, 3, 4 ans, et ça va coûter beaucoup d'argent. À la fin, ça va coûter, on évoque souvent le chiffre de 1 milliard de dollars pour la mise sur le marché d'un médicament. Il y a à boire et à manger dans ces chiffres un peu trop ronds. C'est souvent entre 600 millions et 800 millions de dollars. C'est quand même... Bon, il faut... Mais quand vous voyez qu'un industriel achète une start-up quasiment 50 milliards, vous dites qu'un milliard de plus ou de moins pour mettre sur le marché un médicament, c'est peut-être pas si important que cela. Alors j'aimerais vous montrer que la manière dont parfois les choses ne sont pas
aussi simple qu'elle devrait l'être dans un monde idéal où le bien l'emporte sur les forces du mal. Le Vioxx est un médicament anti-inflammatoire qui a été proposé donc dans le traitement des rhumatismes, globalement, à la fin des années 1990. Plus intéressant a priori que l'aspirine ou d'autres anti-inflammatoires parce qu'il ne touchait pas la toxicité digestive habituelle des anti-inflammatoires. Le problème, c'est qu'on sait que ces médicaments ont un risque cardiovasculaire. Alors, dans cette étude, qui a été publiée dans un excellent journal qui s'appelle Arthritis and Rheumatism, arthrose et rhumatisme, on voit que, je ne sais pas si c'est très lisible, que le risque d'infarctus du myocarde, il est en gros 2 fois inférieur à celui du diclofénac, le Voltaren. Je dis, formidable. On va le mettre sur le marché, on va lui donner un bon prix, puisqu'il n'est pas toxique pour l'estomac, il protège le cœur, et en plus de ça, voilà, tout bon. Le problème, c'est que ce médicament, vous voyez, il ne faut jamais être trop gourmand dans la vie. J'espère que le pasteur sera d'accord avec moi dans ce discours. Il faut savoir rester modeste en toutes circonstances, même quand on est autour de la table du conseil d'administration d'un laboratoire américain. Et donc, ce laboratoire américain, il se dit, tiens, c'est peut-être intéressant dans la prévention du cancer du côlon, ce médicament. On savait que l'aspirine était intéressante dans la prévention du cancer du côlon. On va essayer ce Vioxx. Alors on l'essaye pendant 6 mois, pendant 12 mois, et les effets thrombotiques, c'est-à-dire cardiovasculaires, ils ne sont pas plus importants entre Vioxx et placebo. Malheureusement, lorsque l'étude est poursuivie, mais au moment de la mise sur le marché, le laboratoire américain avait arrêté à 12 mois la publication de son travail, on avait gardé dans les dossiers ce qui se passait à 3 ans, à 36 mois, et là vous voyez que le médicament 2 fois plus de risques cardiovasculaires que le placebo. Et donc, il y a eu un véritable scandale, plusieurs milliards de dollars ont été dus par les laboratoires à ces patients, et voilà comment l'histoire des scandales peut être. C'est quand le laboratoire ment, et parfois le laboratoire ment. À la fin, quand les choses se passent bien, il y a une autorisation mise sur le marché. Ça a coûté un petit peu de sous, c'est compliqué, c'est beaucoup de travail, mais c'est parfois très rémunérateur. Il y a une durée qui est souvent longue. Vous voyez, à partir de 10 000 candidats à l'origine, on a un médicament qui franchit l'accord des autorités de santé pour l'exploitation de l'autorisation de mise sur le marché. Et donc, c'est la raison pour laquelle ça coûte si cher, la mise sur le marché. Et puis, dans la vraie vie, c'est ce qu'on appelle la phase 4. Il faut observer ce qui va se passer avec le médicament. C'est par exemple ce qui s'est passé avec le Diantalvic. Le Diantalvic, il est mis sur le marché en 1955. C'est extraordinaire. Et pendant plus de 40 ans, ce médicament, tout le monde l'aime. Il soulage les douleurs, il est relativement bien toléré, et puis d'un seul coup, vous avez un mec un petit peu, qui fait des statistiques dans son coin, qui regarde ce qui se passe avec tous ces médicaments, et puis il se trouve qu'il travaille à la Food and Drug Administration aux États-Unis. Alors là, il y a des quantités incroyables de statistiques qui arrivent, en particulier alimentées par les compagnies d'assurance privées. Et il y a une compagnie d'assurance qui fait le bilan, avec les ordinateurs et tout, c'est devenu possible, et il voit que le propoxyphène, le Diantalvic, il provoque 2 fois plus de morts que d'autres médicaments de la même catégorie, tramadol et hydrocodone. Vous voyez, 4,2, 2,2, 2,9. 4,2, c'est les morts directement en relation avec la prise de ce Diantalvic. Alors les Américains, ils disent,
c'est fini. On ne veut plus, nous, prendre des risques inutiles alors qu'il y a des médicaments de la même famille qui font moins de morts et avec le même résultat thérapeutique. Alors, c'est pas toujours apprécié. En réalité, ça n'a pas du tout été apprécié en France parce qu'il se trouve que le Diantalvic était commercialisé par une boîte française, mais la Food and Drug Administration a dit comme ça, Levothyrox. Alors, Levothyrox, je vais vous dire, je vais être court parce que à ce stade, je n'ai pas compris, mais moi, à la limite, c'est pas grave, mais le monde scientifique n'a pas compris pourquoi, en gros, 1,5% des patients qui prenaient du Levothyrox nouvelle formule étaient malades avec cette nouvelle formule. On ne comprend pas ce qui se passe. La fonction thyroïdienne est une fonction fluctuante. Le Levothyrox est un médicament qui, en gros, n'a pas bougé en dehors de 2 excipients, et rien n'explique scientifiquement ce qui s'est passé avec le Levothyrox. Certains endocrinologues pensent qu'il y a un effet nocebo, c'est-à-dire que des premières descriptions sont passées dans ce qu'on appelle les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Internet, et qu'il y a eu un effet d'entraînement qui a conduit les patients à se poser des questions sur le médicament qu'ils prenaient. Vous avez vu que je ne suis pas forcément tendre avec l'industrie pharmaceutique. En l'occurrence, on a accusé les labos de s'en mettre plein les poches. Un traitement mensuel par Levothyrox, c'est un demi-paquet de cigarettes. Donc, on ne peut pas dire qu'on s'enrichisse de manière éhontée. Alors, je vais bientôt en terminer avec cette présentation. J'aimerais attirer votre attention sur le problème de ce que l'on appelle les biostatistiques. Il y a parfois des effets indésirables rares qu'il est très difficile de mettre en évidence lors des essais. Lorsque l'on a un effet indésirable qui se manifeste une fois pour 100 malades, il suffit d'inclure 300 malades dans l'essai pour que cet effet indésirable, un bouton qui pousse sur le nez, eh bien, ça apparaît dans l'étude et on peut dire il y a un risque de bouton sur le nez quand on prend ce médicament. En revanche, quand le cas n'intervient qu'une fois pour 5000 malades traités, alors à ce moment-là, il faut inclure dans l'essai 150 000 malades. Inutile de vous dire que ça devient quasiment impossible. 150 000 malades dans un essai, c'est une ville comme quoi? Comme Nîmes, Montpellier. Il faudrait que tous les Montpelliérains, tous les Nîmois entrent dans l'essai pour qu'on voit apparaître le risque d'un effet indésirable. C'est donc très difficile. C'est la raison pour laquelle la phase 4, la phase real life, la vraie vie, est très importante pour que l'on puisse observer ce qui se passe en réalité et que les pouvoirs publics ou les firmes aient le courage, lorsqu'elles voient quelque chose se passer, dire on arrête, ça devient trop dangereux, l'effet indésirable est exorbitant en termes de pression de santé publique par rapport aux bénéfices que l'on retient de la prise de ce médicament. Et donc, il faut avoir du courage quand on gère les affaires de santé d'un pays. C'est pas toujours évident, mais il faut aussi avoir du courage quand on se prétend industriel du médicament, parce que le médicament n'est pas un produit commercial comme les autres. C'est un produit qui, je le disais tout à l'heure, substance pure, substance dure, c'est un produit qui peut préserver la vie, mais qui peut aussi donner la mort. Et donc, ces questions relatives à l'éthique du médicament, elles sont insolubles, ou à peu près insolubles. On a le sentiment, malgré tout, qu'avec toute cette répétition de problèmes, et bien sûr, je n'ai pas du tout été exhaustif, on a des répétitions qui sont insupportables.
pour un esprit rationnel. On aimerait que le monde de la santé apprenne de ses erreurs. Et il apparaît évident que, malheureusement, l'histoire se répète à l'envi. Le rôle des experts. Ils sont très critiqués, les experts, à juste titre. Depuis une fameuse affaire Lafarge, qui était l'empoisonnement d'un monsieur Lafarge par une dame Lafarge dans les années 1840, les experts ne sont jamais d'accord entre eux. Ils sont souvent d'accord avec le promoteur d'un médicament, parce que c'est le promoteur du médicament qui les rémunère. C'est un peu sévère comme discours, mais je le crois profondément. Les pouvoirs publics manquent souvent de courage, dans ce domaine-là, comme dans d'autres, mais dans ce domaine-là, il devrait en avoir encore plus, puisque c'est de la santé dont il s'agit. Le progrès scientifique est mis à toutes les sauces. Il y a parfois de faux progrès scientifiques. Il faut que nous, professionnels de santé, nous soyons extrêmement prudents et critiques à l'égard de ce qui est affiché comme un progrès. C'est souvent un faux progrès, une dénaturation de la réalité scientifique. Et je pense que un des problèmes qui doit aujourd'hui nous guider dans l'observation du monde du médicament, c'est de bien veiller à ce que le vrai progrès bénéficie à tous et que les bons médicaments soient accessibles au plus grand nombre, riches, pauvres. Et ce que l'on évoque là, c'est pas seulement à l'échelle de notre pays, qui est très largement bien pourvu en termes de protection sociale, mais aussi à l'échelle planétaire, où là, les inégalités de santé sont majeures. Et donc, veillons à ce que le système que nous mettons en place soit un système qui soit protecteur pour le plus grand nombre. Et faisons en sorte que la patrie d'Astérix, qui a vécu depuis 2000 ans sur l'idée qu'il y avait des potions magiques, ne soit pas non plus à l'image de ce consommateur un peu aveuglé par l'intérêt de sa potion magique, et restons critiques à l'égard des médicaments qui nous sont proposés par les industriels et validés par les pouvoirs publics. Je vous remercie. Est-ce que vous pourriez donner, s'il vous plaît, l'articulation entre l'Agence européenne du médicament et les agences nationales, et quelle est la relation entre les deux, et en sein des différentes agences nationales en Europe, quel est le lien? Je vais repasser. Lorsqu'un industriel veut mettre un médicament sur le marché, il doit, ou il peut plus exactement au niveau européen, soit faire appel à l'agence européenne directement, et dans ce cas-là, s'il a une autorisation de mise sur le marché donnée par l'EMA, European Medicine Agency, qui est encore à Londres pour quelques mois et qui sera dans 18 mois à Amsterdam, cette autorisation vaut pour tous les pays de l'Union européenne. C'est-à-dire que l'Agence européenne du médicament a en quelque sorte force de loi sur l'ensemble des pays de l'Union européenne, les 27. En revanche, un industriel peut choisir de ne demander d'autorisation de mise sur le marché que dans un pays, et il peut y avoir, alors donc il l'a ou il l'a pas, s'il l'a,
il peut y avoir des accords de reconnaissance mutuelle inter-États. C'est beaucoup plus compliqué et c'est beaucoup moins rapide que la reconnaissance fédérale, en quelque sorte, c'est-à-dire européenne, pour un médicament. Le problème, c'est que l'Agence européenne du médicament a des exigences qui sont parfois hors de portée de petits industriels. Il faut dire que les regroupements des firmes au niveau international fait que la concentration industrielle milite en faveur des dépôts au niveau de l'Europe. Merci. Pour une précision, vous n'avez pas évoqué le suivi des médicaments dans les eaux, puisque tous les médicaments se retrouvent en fait dans l'eau et sont source de pollution pour certaines importantes, semble-t-il. Effectivement, le sujet, c'était d'essence, vie et mort des médicaments. Alors, évidemment, la présence des médicaments dans l'eau vient du fait qu'on fait pipi, hein, et que parfois les usines de retraitement de l'eau ne suffisent pas à récupérer les excrétas de médicaments qui sont rejetés dans la nature. Alors, c'est un sujet qui est un sujet préoccupant. Pour tout vous dire, l'Académie nationale de pharmacie a créé il y a quelques mois une nouvelle section qui s'appelle santé environnementale. Donc un des thèmes majeurs de travail est justement la recherche des moyens qui permettent de minimiser le risque de diffusion des médicaments dans la nature, les eaux de ruissellement, nappes phréatiques. Et aujourd'hui, on demande aux industriels, lorsqu'ils mettent sur le marché des médicaments, des informations sur le traitement des eaux qui pourraient contenir des excrétas de ces médicaments. Alors, il y a des médicaments plus à risque que d'autres. Et on a mis en particulier en relief le danger que représente la dissémination des médicaments contraceptifs. Parce que on a beaucoup entendu parler des perturbateurs endocriniens dans l'environnement. Eh bien, les contraceptifs sont évidemment riches en oestrogènes et progestatifs, et ces dérivés hormonaux ont un impact, en particulier sur les animaux aquatiques, leur reproduction et la chaîne alimentaire qui peut s'en suivre. Et donc, c'est un vrai sujet, la présence de ces médicaments dans les eaux du commerce et les eaux... Alors, je ne veux pas minimiser l'importance de cette question, mais néanmoins, il faut aussi comprendre que il y a 50 ans, on ne s'en préoccupait pas parce qu'on ne savait pas mesurer les quantités présentes dans les eaux de ruissellement. Aujourd'hui, les progrès de l'analyse chimique permettent de réaliser des performances, des prouesses en matière d'analyse de l'ordre de 10.9 à 10-12, c'est-à-dire le milliardième ou le 1000 milliardième de grammes par litre d'eau, qui sont des quantités infimes, qui sont vraiment des quantités infimes. Il n'en demeure pas moins, je le disais aux lycéens en début d'après-midi, que la toxicologie, c'est aussi la science de l'exposition chronique à un danger. Et donc, l'exposition chronique à une eau qui contient des polluants médicamenteux est un danger en soi dont il faut se prémunir. Moi, je voudrais rebondir sur Astérix. Astérix prend la potion magique, mais il n'est pas malade. Or, je pense qu'aujourd'hui, il y a une vraie question qui se pose à ce niveau. Si j'ai bien compris, les entreprises comme Google
nourrissent le projet de ce qu'on appelle la réalité augmentée. C'est-à-dire que finalement, on n'est plus satisfait. Être en bonne santé n'est plus quelque chose qui est considéré comme satisfaisant. On considère qu'il faut être plus intelligent, il faut que physiquement on soit plus performant, et donc Google a investi des milliards dans des recherches qui vont jusqu'à l'immortalité d'ailleurs. Est-ce que vous considérez que cette orientation de la médecine ou éventuellement du médicament, qui va toucher à ce moment-là une population énorme, puisqu'en fait nous serions tous concernés, et qui est déjà partiellement en marche? Quels sont les parents qui vont pas recommander à leur enfant qui prépare le bac de prendre tel et tel médicament pour que sa mémoire soit renforcée, etc. Bon. Est-ce que vous pensez que l'industrie du médicament va s'engouffrer dans ce projet? Monsieur, Est-ce qu'on peut prendre deux questions? Est-ce qu'on peut prendre deux questions en même temps? Parce qu'il y a un conflit de micros. On a deux micros. Alors. Oui. Est-ce qu'on peut prendre deux remarques ou deux questions? Oui. C'est vous qui décidez. Mais je vais répondre l'une après l'autre. Donc, si vous permettez, je vais poser la question. Je voulais vous demander s'il y avait eu une évolution sur les dernières années dans la partie naissance et études d'un médicament avec la montée de ce qu'on appelle le principe de précaution. Parce que ça semble être quelque chose qui est quand même un petit peu nouveau sur la fin du XXe siècle et au début du XXIe siècle. Et est-ce que les différentes étapes que vous nous avez décrites sont véritablement modifiées ou allongées par ce principe? La deuxième sous-question, c'était est-ce que notre pays commence à avoir des contrefaçons en matière de médicaments? Je pense que c'est un problème éthique tout à fait important, peut-être moins dans notre pays que dans de nombreux autres pays, en particulier en voie de développement, mais c'est véritablement, je dirais, un élément très important qui apparaît, je dirais, de manière mercantiliste. Je vous laisse en tout cas. Je vous remercie de m'avoir posé ces questions. Alors, je vais commencer par la première question. On n'a pas attendu Google pour s'intéresser à tout ça. J'évoquais auprès des lycéens du ZES en début d'après-midi cette émission qu'il y a eu sur la chaîne parlementaire avant-hier soir au sujet d'un médicament qui s'appelle la pervitine, qui a très largement été administré aux armées, à la Wehrmacht, mais aussi à l'armée américaine, sous un autre nom, peu importe, c'est-à-dire des amphétamines qui avaient comme objectif de décupler la capacité au combat des forces en présence. Je faisais le parallèle auprès de ces mêmes lycéens avec ce qui s'est passé en 1993 lorsque la NASA a envoyé dans l'espace une mission de sauvetage d'un télescope Hubble qui coûtait, le télescope, $1,5 milliard et l'idée était d'envoyer un homme dans l'espace pour remettre un écrou et 3 vis là où ça s'était un peu dévissé. Je caricature, mais ça ressemblait à ça. Et on s'était dit, au conseil de guerre de la NASA, bon, on va envoyer notre gars, mais s'il perd le tournevis alors qu'il est dans l'espace, on va dépenser beaucoup d'argent pour rien. Est-ce qu'il ne faut pas lui donner un petit coup d'amphétamine avant sa sortie? Et donc, il y a eu tout un débat là-dessus, à la NASA. Et comme il y a eu un débat dans la prestigieuse revue Nature, où le rédacteur en chef de la revue a posé la question à ses lecteurs, est-ce que nous, les intellectuels, les scientifiques, les savants, est-ce que nous, dans certaines circonstances, on n'aurait pas droit à un petit coup de dopage? Parce que on a besoin d'un résultat, et d'un point de vue éthique, c'est pas grave, parce que
je ne sais pas si vous le savez, mais Michel Rieux a eu une place très importante dans la lutte contre le dopage en France, et il sait bien que le dopage, en dehors du fait que c'est mauvais pour la santé, parce qu'on bouffe n'importe quoi, c'est aussi d'un point de vue éthique inacceptable, parce que ça crée un déséquilibre entre des compétiteurs. Mais dans une démarche scientifique, est-ce qu'il n'est pas licite d'utiliser une forme de dopage? Pour prolonger votre question, je dirais que le médicament aujourd'hui, c'est plus du tout seulement un médicament de la santé, mais c'est aussi un médicament du bien-être et un médicament du paraître. Je vous ai montré le David de Michel-Ange qui avait un petit peu forci sur la partie gauche de l'écran, mais beaucoup de médicaments sont aujourd'hui mis sur le marché pour qu'on soit un peu plus bronzé, ou qu'on soit, quand on est d'origine un petit peu africaine, un petit peu plus clair. Les fameuses photos de Michael Jackson à 20 ans d'écart, quand il avait 16 ans, il était noir. Et puis quand il avait 40 ans, il était blanc. Bon, c'était pas que de l'eau de Javel, quoi. C'était des médicaments, notamment des dérivés de la dihydroxyacétone, qui lui ont permis de blanchir au fil des années. Et puis, il y a cette fameuse toxine botulique qui est utilisée sous le nom de Botox pour réduire les rides, parce que c'est un poison de la jonction neuromusculaire et qu'à ce titre, ça détend l'interaction entre le nerf et le muscle et que ça fait une peau beaucoup plus lisse, beaucoup mieux organisée, plus esthétique. Bon. Et puis, il y a des médicaments qui font pousser les cheveux. Les hommes souvent souffrent d'une calvitie. Et donc, il y a des médicaments qui sont destinés à... Voilà. Bref, un éventail de médicaments qui ne sont plus vraiment dans une problématique de santé, mais dans une problématique de bien-être ou de paraître. Et c'est les nouvelles facettes du médicament. Alors, Google, très bien, mais Google, il y a longtemps qu'ils ont eu des concurrents. Et c'est pas fini. Et je suis d'accord avec vous, il y a des puissances industrielles et des puissances de diffusion de l'information, Google en fait partie, qui sont de nature à poser question au monde de la santé, parce que le monde de la santé est un monde de profit. Ce qui me conduit à la question relative aux faux médicaments. C'est un péril. On considère aujourd'hui que le commerce des faux médicaments rapporte 2 à 5 fois plus que le commerce de la drogue au plan international. Notamment parce que la qualification de crime est loin d'être retenue par les États. La France a enfin ratifié une convention internationale qui s'appelle Medicrime, qui transforme ce qui était autrefois passible d'un tribunal correctionnel, 3 ans d'emprisonnement et 400 000 € d'amende, en crime comparable à un crime de sang, qui est le trafic de faux médicaments. Et cette convention Medicrime, malheureusement, sur 190 États, il y en a une douzaine seulement qui l'ont signée. Et la France l'a signée il y a 18 mois. Donc, c'est un vrai sujet qui va être... qui fait l'objet de la part des pouvoirs publics en France d'une véritable attention. Et à ce jour, même s'il y a eu des médicaments saisis dans le port du Havre, ils n'ont pas été mis sur le marché en France. C'était des médicaments qui faisaient l'objet d'un commerce
Et donc ils ont été saisis à ce moment-là, ils n'étaient pas destinés au marché français. Et la réponse à ce commerce des faux médicaments, qui sont parfois extraordinairement bien imités, c'est ce que l'on appelle la sérialisation des boîtes de médicaments, qui va être mise en application en 2019. Qu'est-ce que c'est cette sérialisation ? C'est qu'aujourd'hui, les boîtes de médicaments sont constituées sous la forme de lots. On a un lot qui représente, 10 000 boîtes, 100 000 boîtes, 1 million de boîtes. Eh bien, à partir de 2019, la sérialisation va faire qu'une boîte aura un numéro propre. Alors, ça pose un certain nombre de problèmes industriels qui ne sont pas simples à résoudre. Mais chaque boîte aura non seulement un lot de production, mais également un numéro unitaire. Et donc, chaque industriel saura exactement quelle est la correspondance entre le numéro de sa boîte et le numéro du lot qu'il a produit, la date à laquelle ça a été produit, bref, une traçabilité de la production industrielle qui devrait limiter le risque des faux médicaments, en particulier dans les pays occidentaux. Ce qui se passe en Afrique est dramatique, où on a des faux médicaments contre le paludisme, des faux médicaments contre le sida, bref, un trafic éhonté, d'autant plus éhonté que les systèmes sanitaires locaux et la corruption ne vont pas dans le sens d'une protection des populations. Quant au principe de précaution que vous avez évoqué, je vous rappelle que la Constitution, qui a été modifiée il y a maintenant une quinzaine d'années, inclut le principe de précaution uniquement dans le domaine de la protection environnementale. Et donc, par exemple, c'est un principe de précaution qui pourrait s'appliquer à la commercialisation du glyphosate. En revanche, ne s'applique pas aux médicaments. Ce qui est très clair, si vous voulez, c'est que les comités de protection des personnes dont j'ai parlé sont évidemment alertés par l'environnement que ces comités observent avec les faits divers liés aux médicaments que l'on connaît. Et donc, il y a, lors des débats, lors des délibérations de ces comités de protection qui disent « oui, on autorise l'essai clinique » ou « non, on ne l'autorise pas » ou « oui, on l'autorise sous certaines réserves qui ne sont pas encore réunies », eh bien, il y a une attitude, je dirais, un comportement qui inclut peut-être davantage de précautions que naguère, mais le problème, c'est que les comités de protection des personnes n'ont à leur disposition que les informations que les promoteurs, c'est-à-dire les industriels, veulent bien leur donner. Et donc, il est extrêmement difficile d'avoir un raisonnement sain si le matériau sur lequel vous raisonnez est lui-même malsain. Et donc, je ne veux pas du tout crier victoire. Certes, des progrès sont faits et les personnes qui sont en charge de ces réflexions et les responsables administratifs sont souvent pleins de bonne volonté et de compétences, mais malheureusement, l'appât du gain dans ce monde est tel qu'il y a parfois des déviations de la qualité du raisonnement et que malheureusement l'éthique est mise à mal par des recherches irraisonnées de profit. Une dernière question. Oui, moi j'avais deux petites questions. Ah, ça fait deux, alors, ça fait deux trop. Soyons un peu Qu'est-ce de l'histoire du médicament. La première, c'est à propos des plantes. Qui parle? C'est la dame qui a le micro, qui est au... Pardon. Oui, pardon, c'est important pour moi parce que... Sauf erreur de ma part, lorsqu'on vend des plantes dans le commerce, on n'a plus le droit depuis assez longtemps de mettre à quoi elles servent. En tout cas, c'était le cas à un moment, je ne sais pas si ça a changé depuis. Et dans beaucoup d'endroits,
cas, les plantes non vives en médicaments suffisent avec peut-être moins de risque que les médicaments de laboratoire. Et ma deuxième question était à propos du contrôle des contrôleurs, c'est-à-dire les médecins experts ou les politiques qui décident de la mise sur le marché des médicaments et qui ont des liens d'intérêt avec l'industrie pharmaceutique. Comment améliorer, disons, le contrôle de ces contrôleurs et limiter aussi l'expérimentation qui est faite de façon dramatique et frauduleuse. On parlait de l'Afrique, entre autres dans les pays africains, sur des populations dont le consentement n'est certes pas éclairé. La dernière question, s'il vous plaît, allez-y. Merci pour votre intervention. En préalable, je suis preneur sur les médicaments qui fait repousser les cheveux. Voilà. Et puis, j'ai deux petites remarques simplement. La première, en tout début de votre exposé, vous avez fait un parallèle que ne m'envoyez pas, mais je vais qualifier de saisissant, entre éthique et bon sens. Et j'aimerais vous expliquer parce que je n'ai pas bien saisi le parallèle qui pouvait exister. La deuxième chose, c'est de rapporter à l'actualité, c'est quelle est la place de l'éthique du médicament et de sa mise sur le marché, etc., dans le débat citoyen qui va avoir lieu dans la perspective de la révision des lois de bioéthique qui s'annoncent pour cette année. Donc la dernière question. Oui. Vous avez parlé de force du mal, et les forces du mal, elles existent elles existent aussi dans d'autres façons de procéder. Est-ce que, bien qu'il ne s'agisse pas de médicaments, est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a aussi, à cause de l'appât du gain, quelque chose de scandaleux qui s'est passé dans les années récentes avec l'histoire du sang contaminé qui a duré malgré tout très longtemps. Est-ce que la mérite des services publics n'est pas aussi grande que celle des laboratoires? Alors. Votre exposé était très très intéressant. Et juste après, non, mais tout ce qui vient d'être dit. On a fait le micro parce que c'est pas encore. Mais après, c'est fini, c'est la dernière. Hein, parce que c'est pas possible. Ce qui m'inquiète, c'est qu'en fait, les gens non seulement n'ont plus confiance, mais à un certain moment, ça va aller contre l'intérêt de chacun, parce qu'ils ont, enfin, tout ce que vous faites, tout le travail de toutes les professions de santé, tous les médecins, tous les chercheurs font, il faut quand même essayer de redonner confiance. Voilà. Parce qu'on voit une telle peur des médicaments. C'est bien. Voilà. Des vaccinations. Ça, c'est pas bien. Très bien. Je vais pouvoir répondre à tout. Je vais essayer. Concernant les plantes, les plantes, ce sont des sources de médicaments exceptionnelles. J'ai parlé de la morphine, j'ai parlé de la quinine, j'ai parlé de la cyclosporine, des antibiotiques, de la digitaline, des médicaments anticancéreux, donc c'est une source formidable. Pour autant, méfions-nous du charlatanisme. On ne peut pas guérir avec les plantes des maladies qui ne sont pas guérissables avec les plantes. Alors, je ne suis pas du tout opposé à l'effet placebo, je ne suis pas du tout opposé aux bienfaits de certaines tisanes, et je préfère qu'une personne âgée prenne une tisane avant de se coucher plutôt qu'un anxiolytique qui va la mettre dans une véritable situation de dépendance. Mais remettons des choses en perspective. Vous m'avez posé une deuxième question sur... La responsabilité de décideurs qui sont en lien avec les pharmaceutiques et sur l'expérimentation en Afrique.
Alors, je connais mal la situation des essais cliniques en Afrique, donc je ne veux pas me lancer dans une diatribe que je ne pourrais pas assumer. On a en France, je vais parler de la France, une organisation des essais cliniques qui est relativement judicieuse et construite. Les choses se passent plutôt pas mal. Le problème est que on a un système de mise sur le marché qui est le même pour des médicaments d'une extrême qualité et des médicaments qui sont des sacrées merdes, si vous voulez. Et donc, c'est toute la problématique pour les autorités de santé de faire la part des choses. Quand le dossier d'autorisation de mise sur le marché arrive sur leur bureau, de faire le bon tri avec des experts intelligents, travailleurs et honnêtes qui leur permettent de... Parce que les directeurs des grandes administrations qui ont fait l'école nationale d'administration, ils sont pas en capacité de juger, ils ont donc besoin des experts. Mais aujourd'hui, les experts, il y a une crise morale de l'expertise qui a été... Alors l'affaire Mediator a un peu secoué les choses. Il y a maintenant, au niveau notamment de l'Agence du médicament, un tri, une organisation et des obligations de déclaration de liens d'intérêt qui sont théoriquement forts. Mais ça n'a pas empêché un grand pneumologue des hôpitaux de Paris, il y a quelques mois, de prêter sous serment le fait qu'il n'avait aucun lien d'intérêt pour parler de la pollution atmosphérique devant une commission sénatoriale, alors qu'il était rémunéré, et grassement rémunéré, par une grande firme pétrolière. Et donc, c'est compliqué. Quand le mensonge est dans la partie, si vous voulez, c'est très compliqué. Concernant, je ne sais plus, l'affaire du sang contaminé. Dans l'affaire du sang contaminé, ce qui s'est passé, c'est que on a, en 1985, lorsqu'on en avait compris qu'il y avait un risque de contamination par des dérivés, des médicaments dérivés du sang, en particulier les dérivés anti-hémophiliques qui permettaient de réduire les risques d'hémorragie chez les patients hémophiles, il y a eu, comme vous le savez, une forme de compétition entre deux firmes, Abbott et Pasteur, pour la commercialisation d'une trousse permettant de savoir que tel ou tel patient était ou non porteur du virus contaminant. Que vous dire? Que le président du Conseil national de la transfusion sanguine, qui était un homme extrêmement respecté, un grand chef de service des maladies du sang de l'hôpital Saint-Louis, je l'ai entendu en 1985 dire « L'hémophilie, c'est vraiment une maladie grave et seulement 5% des patients feront la maladie », en parlant du sida. 5% des séropositifs deviendront des patients atteints de sida. J'ai entendu, parce que j'étais à l'époque membre de la commission médicale des hôpitaux de Paris, au moment où Laurent Fabius, en juin 1985, donnait 1 400 000 francs aux hôpitaux de Paris pour organiser les tests, j'ai entendu, je ne devrais pas le dire, des médecins prestigieux de l'assistance publique dire « ces socialos, tous des PD ». Et donc, j'ai également entendu le directeur général de la santé de l'époque, un Montpelliérain,
quasiment un régional de l'étape, le professeur Roux, qui était un prestigieux bactériologiste de la faculté de médecine de Montpellier, qui avait été nommé par Jacques Rallit, à l'époque ministre de la Santé, directeur général de la Santé. J'ai entendu donc ce directeur général de la Santé dire du Premier ministre « je lui ferai sa peau », parce que c'était une époque où les socialistes et les communistes, même s'ils cohabitaient dans la haute administration, ne s'entendaient plus du tout entre eux. Et donc il y a dans cette affaire du sang contaminé des éléments de l'histoire scientifique. On ne savait pas quel a été l'impact des séropositifs est-ce qu'ils deviendraient tous malades ou non. On a appris quelques années plus tard que 100% des séropositifs allaient être malades. On n'imaginait pas que cette maladie allait faire tant de morts chez les hémophiles. La moitié des hémophiles français sont morts du fait du sida. Et beaucoup de livres ont été écrits sur ce drame. Il y a eu un procès. Ce qui a été clairement démontré par le procès, c'est qu'il y a eu effectivement un directeur du Centre national de transfusion sanguine qui voulait ou qui pensait les sites d'écouler des lots contaminés. C'était inacceptable d'un point de vue éthique. Et il a été condamné. Il a fait de nombreuses années de prison. Est-ce que Laurent Fabius était coupable ou responsable? Responsable, oui, il l'a été. Il est passé devant la Cour de justice de la République, comme Edmond Hervé, qui était son ministre de la Santé à l'époque. Je ne veux pas juger les hommes. Il y a des tribunaux qui sont spécialisés pour ça. Moi, ce que je juge, c'est l'attitude que nous aurions ou que nous devrions avoir aujourd'hui pour éviter que ça ne se reproduise. Et dans cette perspective-là, moi, ce que je souhaite, c'est que nous, les experts, nous ayons l'intelligence et la clairvoyance de toujours nous préoccuper de ce qui est bon pour les malades, plutôt que de se préoccuper de ce qui est bon pour telle firme ou pour tel ministre ou pour telle administration. Qu'est-ce qui est bon pour les malades? Et malheureusement, dans beaucoup de drames de santé publique, on se rend compte que c'est l'intérêt des firmes ou l'intérêt des administrations qui est passé avant l'intérêt des malades. C'est une attitude qui doit être une attitude du passé. J'ai pas répondu à tout le monde. Il y a le bon sens et l'éthique. Simplement, pour ne pas vous oublier, monsieur, ce que je voulais dire par bon sens et éthique, ou éthique et bon sens, c'est que souvent, le bon sens permet d'avoir un jugement, et que ce jugement, il peut être la base d'une attitude éthique. C'est le bon sens qui nous dit que c'est le malade qui doit profiter du médicament. C'est le bon sens qui nous dit que quand il y a un danger excessif, on doit mettre un terme à la commercialisation d'un produit. Et donc, pour moi, le bon sens, qui est, disait-on, la chose du monde la mieux partagée, pas sûr, le bon sens doit éclairer. Je suis dans un lieu religieux, j'allais dire le bon sens doit éclairer les âmes. Mais c'est un peu ça quand même. Et au fond, le bon sens est un facteur de clarification pour nos attitudes éthiques. C'est ce que je voulais dire en rapprochant éthique et bon sens. Mais j'accepte que l'on puisse mettre en doute ce parallélisme. Bien. Merci beaucoup.